Marguerite Yourcenar, Mémoire d'Adrien, parcours soi-même comme un autre. Présentation. Mémoire d'Adrien est un roman historique de l'écrivaine française Marguerite Yourcenar, publié en 1951, composé de pseudo-mémoires de l'empereur romain Adrien. Il a immédiatement rencontré un extraordinaire succès international et a assuré à son auteur une grande célébrité, même si l'écrivaine française était déjà l'auteur de poèmes, de romans, de nouvelles ou de traductions. Elle fut la première femme à entrer dans l'Académie française. Ce roman est inclus dans la liste des 100 meilleurs livres de tous les temps, établie en 2002 par le Cercle norvégien du livre à partir des propositions de 100 écrivains issus de 54 pays différents. Le livre se présente comme la longue lettre d'un empereur vieillissant à son petit-fils adoptif de 17 ans et éventuel successeur Marc Aurèle. L'empereur médite rappelant à sa mémoire ses triomphes militaires, son amour de la poésie et de la musique, sa philosophie et sa passion pour son favori, le jeune Béthynien Antinou. Il revient sur son existence et sur les traces qu'il a laissées dans l'histoire. Ce livre a touché bien des lecteurs. Il nous entraîne dans une époque en apparence éloignée de la nôtre. Marguerite Yourcenar fait du jeu un miroir aux multiples reflets pour se voir soi-même comme un autre. Parcours soi-même comme un autre. Soi-même comme un autre est un ouvrage du philosophe Paul Ricoeur paru au Seuil en 1990. Constatant la disparition de l'ego de l'idéalisme de René Descartes ou Emmanuel Kant, il s'efforce de refondre l'ego, le soi-même, mais désormais en référence permanente à l'autre. L'autre n'est pas seulement la contrepartie du même, mais appartient à la construction intime de son sang. Paul Ricoeur fait dialoguer de multiples traditions de pensée, philosophie de l'action, narratologie, philosophie analytique, phénoménologie, psychanalyse et de multiples philosophes. Son œuvre constitue un bon exemple de construction philosophique de la fin du XXe siècle, refusant de s'arrêter à une interprétation définitive et préférant intégrer largement les philosophes autres dans une méthode fragmentaire qui a constamment été la nôtre. L'ego de René Descartes et Emmanuel Kant a été battu en brèche par la critique de Nietzsche et le moi est devenu un champ de phénomènes, au même titre que le monde extérieur. Le but de l'ouvrage est de refonder le moi dans la certitude intime d'être soi, dans la conscience morale. Le regard porté sur soi, c'est la réflexion qui peut porter sur l'identité personnelle et l'identité narrative. Le livre invite à réfléchir sur la construction de soi comme personnage par analyse du regard que l'auteur porte sur lui-même. Mais la construction de soi est en lien avec autrui et avec la société car les conventions sociales influencent le personnage et la construction de son identité. Exemple, La princesse de Clèves de Madame de Lafayette en conformité avec le don sociétal. Don Quichotte de Cervantes en opposition avec lui. Le personnage peut se retrouver au cœur des conflits historiques
peut prendre sa place dans la société, il peut évoluer dans l'horreur et l'absurdité de la guerre, où il risque parfois sa vie pour défendre une cause. La fiction peut élever le personnage au rang de figure légendaire ou mythique. Exemple, Adrien atteint la figure du sage dans les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Résumé. Si j'ai choisi d'écrire ces mémoires d'Adrien à la première personne, c'est pour me passer le plus possible de tout intermédiaire, fût-ce de moi-même. Adrien pouvait parler de sa vie plus fermement et plus subtilement que moi. Ce roman philosophico-historique est écrit dans un style dense témoignant d'une bonne connaissance des sources. Il est une méditation de l'empereur à la fin de sa vie sous forme d'une longue lettre adressée au futur Marc Aurèle. Il retrace les principaux événements de son existence qui fut la plus libre et la plus lucide possible. Les chapitres non numérotés sont regroupés en 6 parties portant chacune un titre latin et qui reprennent chronologiquement la biographie d'Adrien. 1. Animula vagula blandula. Amelette, vaguelette, calinette. Permet au lecteur de faire connaissance avec les convictions du personnage. Sobriété, rejet du végétarisme non adapté à la vie d'un homme public. Essence mystérieuse de l'amour. Ses bonheurs passés, chasse et équitation. Et ses douleurs présentes. Insomnie, approche de la mort. 2. Varius multiplex multiformis. Varié, complexe, changeant. Sur l'ascension au trône d'Adrien, sa jeunesse en Espagne, son expérience de juge chargé des litiges d'héritage à Rome, sa participation aux guerres daciques, son gouvernorat en Syrie et à la guerre contre les Parthes. 3. Tellus stabilita. La terre retrouve son équilibre. Décrit le début du règne. Adrien devient empereur et il fait preuve de modération dans divers domaines. Il pacifie l'empire, améliore la condition des esclaves, développe les infrastructures aux frontières, fonde des villes et voyage beaucoup jusqu'en Bretagne. 4. Saeculum Aurelium, siècle d'or. C'est l'histoire d'amour avec Antinou depuis la rencontre jusqu'à la mort du jeune homme en Égypte. 5. Disciplina Augusta. Discipline Auguste. Pour la période qui va de la mort d'Antinou à la vieillesse de l'empereur qui poursuit ses voyages et son action législatrice est dite perpétuelle. Il est confronté à la montée du christianisme et à la révolte juive. 6. Patientia. Patience. Adrien se préoccupe de sa mort prochaine. Il envisage le suicide, tente de renforcer son endurance à la souffrance et sent son âme s'échapper de son corps. Citation. Mémoire d'Adrien. Mon cher Marc, je suis descendu ce matin chez mon médecin Hermogène, qui vient de rentrer à la villa après un assez long voyage en Asie. L'examen devait se faire à jeun. Nous avions pris rendez-vous pour les premières heures de la matinée. L'homme qui ne dort pas, et je n'ai depuis quelques mois que trop d'occasions de le constater sur moi-même.
se refusent plus ou moins consciemment à faire confiance au flot des choses. Frère de la mort. Isocrate se trompait, et sa phrase n'est qu'une amplification de rhéteur. Je commence à connaître la mort. Elle a d'autres secrets, plus étrangers encore à notre présente condition d'homme. Et pourtant, si enchevêtrés, si profonds sont ces mystères d'absence et de partiel oubli que nous sentons bien confluer quelque part la source blanche et la source sombre. Le culte de Mitra, moins répandu alors qu'il ne l'est devenu depuis nos expéditions chez les Parthes, me conduit un moment par les exigences de son ascétisme ardu qui retendait durement l'arc de l'involonté par l'obsession de la mort, du fer et du sang qui élevait au rang d'explication du monde l'âpreté banale de nos vies de soldats. Chacun de nous croyait échapper aux limites de sa condition d'homme, se sentait à la fois lui-même et l'adversaire, assimilé au Dieu dont on ne sait plus très bien s'il meurt sous forme bestiale ou s'il tue sous forme humaine. Ces rêves bizarres qui aujourd'hui parfois m'épouvantent ne différaient d'ailleurs pas tellement des théories d'Héraclite sur l'identité de l'arc et du but. Il m'aidait alors à tolérer la vie. La victoire et la défaite étaient mêlées, confondues, rayons différents d'un même jour solaire. Je souris amèrement à me dire qu'aujourd'hui, sur deux pensées, j'en consacre une à ma propre fin, comme s'il fallait tant de façons pour décider ce corps usé à l'inévitable. À cette époque, au contraire, un jeune homme qui aurait beaucoup perdu à ne pas vivre quelques années de plus risquait chaque jour allègrement son avenir. Je voulais que l'immense majesté de la paix romaine s'étendît à tous, insensible et présente comme la musique du ciel en marche, que le plus humble voyageur pût errer d'un pays, d'un continent à l'autre, sans formalité vexatoire, sans danger, sûr partout d'un minimum de légalité et de culture, que nos soldats continuassent leur éternelle danse pyrrhique aux frontières, que tout fonctionnât sans accroc, les ateliers et les temples, que la mer fût sillonnée de beaux navires et les routes parcourues par de fréquents attelages, que dans un monde bien en ordre, les philosophes eussent leur place et les danseurs aussi. Cet idéal, modeste en somme, serait assez souvent approché si les hommes mettaient à son service une part de l'énergie qu'ils dépensent en travaux stupides ou féroces. Une chance heureuse m'a permis de le réaliser partiellement durant ce dernier quart de siècle. Manger un fruit, c'est faire entrer en soi un bel objet vivant, étranger, nourri et favorisé comme nous par la terre. C'est consommer un sacrifice où nous nous préférons aux choses. Je rêvais parfois d'élaborer un système de connaissances humaines basé sur l'érotique, une théorie du contact où le mystère et la dignité d'autrui consisteraient précisément à offrir au moi ce point d'appui d'un autre monde. La lettre écrite m'a enseigné à écouter la voix humaine, tout comme les grandes attitudes immobiles des statues m'ont appris à apprécier les gestes. Mais l'esprit humain répugne à s'accepter des mains du hasard, à n'être que le produit passager
de chance auquel aucun Dieu ne préside, surtout pas lui-même. Une partie de chaque vie, et même de chaque vie fort peu digne de regard, se passe à rechercher les raisons d'être, les points de départ, les sources. Le véritable lieu de naissance est celui où l'on a porté pour la première fois un coup d'œil intelligent sur soi-même. Mes premières patries ont été des livres. Presque tout ce que les hommes ont dit de mieux a été dit en grec. Tout ce que chacun de nous peut tenter pour nuire à ses semblables ou pour les servir a au moins une fois été fait par un grec. C'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt. Comme la beauté de femme peu sensible à l'amour, elle en comprenait mal le pouvoir. Cette ignorance excluait à la fois l'indulgence et la jalousie. Un homme qui lit, ou qui pense, ou qui calcule, appartient à l'espèce et non au sexe. Dans ses meilleurs moments, il échappe même à l'humain. César avait raison de préférer la première place dans un village à la seconde à Rome. Non par ambition ou par vanagloire, mais parce que l'homme placé en seconde n'a le choix qu'entre les dangers de l'obéissance, ceux de la révolte et ceux, plus graves, du compromis. Je doute que toute la philosophie du monde parvienne à supprimer l'esclavage. On en changera tout au plus le nom. Je suis capable d'imaginer des formes de servitude pires que les nôtres, parce que plus insidieuses. Soit qu'on réussisse à transformer les hommes en machines stupides et satisfaites qui se croient libres alors qu'elles sont asservies, soit qu'on développe chez eux l'exclusion des loisirs et des plaisirs humains, un goût du travail aussi forcené que la passion de la guerre chez les races barbares. Le désordre s'intégrait à l'ordre. Le changement faisait partie d'un plan que l'astronome était capable d'appréhender d'avance. L'esprit humain révélait ici sa participation à l'univers par l'établissement d'exacts théorèmes comme à Éleusis par des cris rituels et de danse. Et qui dit mort dit aussi le monde mystérieux auquel il se peut qu'on accède par elle. Après tant de réflexions et d'expériences parfois condamnables, j'ignore encore ce qui se passe derrière cette teinture noire. Mais la nuit syrienne représente ma part consciente d'immortalité. Si ce monde larvaire et spectral où le plat et l'absurde foisonnent plus abondamment encore que sur terre, nous offre une idée des conditions de l'âme séparée du corps, je passerai sans doute mon éternité à regretter le contrôle exquis des sons et les perspectives réajustées de la raison humaine.